Vous êtes dans la Guinée du colonel Mamadi Doumbouya, on vous souhaite la bienvenue. Dans cette Guinée-là, justement, a eu lieu hier la remise officielle du rapport du Comité national des assises. Les discours se sont tenus. Nous allons ensemble décrypter pour vous et pour nous et également. Donc ensemble, on va décrypter cette cérémonie à laquelle a assisté Mohamed Kourouma. Hier, vous étiez au palais Roi Mohamed V. Oui, j'étais au palais Roi Mohamed V hier. Oui, j'espère que vous n'avez pas passé le temps à dormir. Ah ben non. Oui, bon, au début, j'avais commencé à somnoler parce que ça prenait du temps. C'était beaucoup plus d'abord le côté artistique qui a beaucoup plus. Il faut planter le décor à ce niveau, hein, justement, parce que j'ai eu l'impression que c'était un concert géant qu'une remise de rapport en fait. Justement parce qu'il y a eu beaucoup plus d'artistes qui a retardé et puis ça faisait un peu quand même somnoler la salle et puis bon, est venu finalement le discours du PM qui a planté le décor et qui a surtout le PM. Restons d'abord sur l'organisation de la chose, les gars, parce qu'en fait hier j'ai vu des choses extraordinaires. Effectivement, je ne sais pas si on va tout dire. Non, on peut tout dire. En tout cas, moi, quand il dit qu'il s'est endormi, ça m'étonne un peu. Parce que quand il dit qu'il s'est endormi, ça m'étonne un peu. Parce que les artistes passaient. Au-delà du fait que. Quand tu envoies des artistes, ça fait la réconciliation passe aussi par l'art. Non, mais est-ce que j'ai Non, la culture. J'ai dit ça a commencé d'abord par ce concert géant qui était là, qui avait pris. Non, mais ça a commencé par ça. Oui, on a ouvert le bal par les artistes. Justement, le bal par les artistes, quand même la salle. Oui, moi, à l'ouverture même, je pense, des assises aussi, j'avais fait la remarque quand même que je me posais la question de savoir est-ce que les prestations artistiques avant, et du coup hier aussi la même chose, sont, on va dire, en harmonie avec le cœur, le contexte. Mais effectivement, la plupart des artistes qui sont passés ont quand même, on va dire, délivré un message allant dans le sens, comment on appelle, dans le sens de la réconciliation, de l'unité, de la paix. Et il y a eu quand même des prestations très très intéressantes. Moi, je me demande comment Kourouma a pu dormir lorsque le GOAT de la musique guinéenne, le géant Takana Zion a enflammé la scène avec son costume, avec un costume et un mouchoir blanc. Et voilà, il est venu, il a fait une prestation et j'ai surtout aussi été très 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 marqué. J'ai beaucoup apprécié la prestation d'une part Bintalali So, qui est venu aussi 2 fois sur scène, qui nous a même gratifié de prières et de chansons à la gloire du colonel Mamadi Doumbouya, en plus des prestations artistiques. Tout ce qui était fait en termes de chansons là-bas hier, c'était pour le colonel Mamadi. Il n'y a rien qui pour la Guinée en fait. Non, si, c'était pour la Guinée. C'était aussi. Quelqu'un a paraphrasé ça en disant. Il n'y a rien pour la Guinée. Tout était pour le colonel Mamadi Doumbouya. On a prié pour les artistes. Et je termine aussi par la lecture aussi très intéressante et qui a aussi été très appréciée. Il y a même le général Idi Amin s'est même levé pour applaudir à la fin. J'oublie son nom, mais celui qui a écrit La Guinée est une famille, qui a déclamé, qui a déclamé au moins 3 pages de son texte. C'était un moment aussi vraiment intéressant, émouvant, parce que c'était un texte fort quand même. Et toute la salle a été conquise par, en tout cas, je pense, ces 3 prestations-là, celle de Takana, celle de Bintalali et celle de monsieur. Alors, moi, je suis un peu... Moi, je trouve qu'il y avait beaucoup plus de folklore que de sérieux. Moi, c'est pas le côté folklore. Je n'ai pas aimé ça. Takana, les jeunes du ghetto ont débarqué à l'élite. Je n'ai pas aimé que Takana fasse cette prestation que Bintalali. Je n'ai pas et même l'imam, il a commencé par. Est-ce que je peux parler un peu, Baïla, comme d'habitude? Je disais que je n'ai pas aimé la prestation aujourd'hui. Tu vas calmer. Quand tu auras la parole, tu vas parler. Je l'ai, et puis je disais que je n'ai pas aimé la prestation que Takana, Bintala, tous ces artistes chanteurs
chanteurs-là ont les prestations qu'ils ont faites avant l'ouverture. Parce que je crois qu'il ne faut pas infliger un certain nombre de choses à certaines personnes. Lorsque vous faites les assises nationales à ce niveau-là, je pense que les artistes devaient passer en dernière position. Pourquoi? Parce que par exemple, vous infligez au grand imam de suivre la prestation de Takana Zion. Vous lui infligez de suivre la prestation. Non, la Guinée n'est pas une famille. Non. La Guinée n'est pas une famille et il faut qu'on arrête ça. C'est une république et d'ailleurs elle est bien comme ça. Dire que c'est une famille, c'est pas une bonne chose. Ça aussi on peut faire le débat. Je dis... Mamadou et l'auteur l'ont déjà fait. Non, je parle pas. C'est pas à cause de Mamadou que je parle. C'est ma position que je suis en train de défendre. C'est une république. Maintenant, je dis qu'on lui a infligé un truc qui ne, en fait, une prestation qui ne rentrait pas dans le cadre de son travail. On aurait dû attendre les discours et puis la remise du rapport à la fin. Maintenant, on applaudit les chanteurs. Comme ça, ceux qui ne se sentent pas intéressés pouvaient se retirer tranquillement. Et moi, je n'ai pas aimé qu'on ait infligé à l'imam de suivre un concert de Takana Zion. Si vous regardez, peut-être que dans sa vie, il n'a jamais participé à ça. On va se comprendre maintenant. Tu vois, il faut que tu lâches la parole un tout petit peu pour qu'on puisse se comprendre. Allez-y. C'est pas possible dans cette émission. Bon, allez-y. Moi, je prends le contre-pied de ce que certains pensent dans ce studio. Qu'on commence une cérémonie par des prestations artistiques. C'est pas mauvais en soi. C'est aussi la Guinée qui est représentée là. Et là, la réconciliation, je le disais tout à l'heure, peut aussi passer par la culture. Et je pense que c'est ce qui a été fait. Mais qu'on pense que des artistes qui ont presté sont venus magnifier le colonel Mamadi Doumbouya, ça, c'est le regard des gens. Moi, ce qui est intéressant, c'est le... Vous avez entendu un artiste qui n'a pas parlé de Mamadi Doumbouya là-bas hier? C'est le président de la transition. Oui, mais est-ce qu'on est obligé? Lui-même, non, c'est l'incarnation de la Guinée. Vous voulez quoi? Culte de la personnalité. Lui-même, il l'a interdit, en fait. Il était. Ça, c'était au début. Mais après, il voit les affiches géantes de l'OGP. Il n'a jamais demandé à ce qu'on enlève. Mais c'est ce que je suis en train de dire. On sait. Non, je vais lâcher un mot. Vas-y, lâche le mot. Permets que je lâche une phrase. L'opinion, pour une grande partie de l'opinion publique, on dit souvent que le pouvoir transforme. Mais il faut se dire que le pouvoir révèle. Ne jugeons pas Mamadi Doumbouya hier et aujourd'hui. Il faut forcément qu'il y ait de la différence. Il y a une révélation. Oui, en tant que chef d'État, il y a une révélation. Il y a une révélation à son niveau. Hier, au cours de la prestation, la prestation des artistes, c'était juste pour venir, si tu permets que je termine finalement, puisque tu as placé la phrase. Si vous dites que les gens ils sont venus chanter pour la Guinée, en partie, moi, je ne le crois pas et je ne l'accepte même pas. Les gens, ils avaient la Guinée dans leurs chansons, ils avaient les 4 régions et toutes les ethnies dans leurs chansons, mais ils avaient dans leur tête Mamadi Doumbouya, et parce que Mamadi Doumbouya était assis là, il fallait chanter pour lui, il fallait se faire remarquer pour lui. C'est pourquoi, pour ne pas blâmer la dame Bintalali, qui est revenue 2 fois et qui a tenu à faire cette chanson pour Mamadi Doumbouya, c'est pourquoi Takana Zion, qui dans ses vidéos en direct lamine tout, semble être le contre-pied de ce qu'il a presté là-bas, a chanté Mamadi Doumbouya Famaya Famire. Je n'ai rien compris. Pour moi, c'est une grosse démagogie. Qui est l'initiateur de ce projet? Le peuple de Guinée. Quand on parle des assises, qui a initié cela? Le peuple de Guinée. Le peuple de Guinée, c'est aussi simple que ça. Moi, je crois bien. La prestation des artistes au début d'une cérémonie n'est pas mal à soi. Et dire le nom de Mamadi Doumbouya pour l'interpeller sur la paix n'est aussi pas mal. Il faut comprendre qu'à part les artistes, il y a des intellos aujourd'hui qui sont en train de faire la démagogie intellectuelle dans leur plume. Il le disait tout à l'heure. Et même certains maîtres de cérémonie hier, c'était à peu près la même chose. On sentait cette démagogie dans la plume et dans la façon de rendre. Mais est-ce qu'on peut dire ça? Quel certain? Non, le maître de cérémonie, il sera le maître. Non, il y en a eu 2. Il y a une dame et un homme. La dame, c'était le côté artistique. Donc, celui qui a fait l'éloge hier, le discours, il sait déjà de quoi je parle. Le directeur de l'information et de la communication. Tout le monde n'était pas content hier. Tout le monde n'était pas content hier de cette prestation artistique. Ça me ramène à ce que celui-ci a dit. Il faut qu'on avance. Mohamed, je voulais juste vous montrer cette image. Regardez, on a pris cette photo au moment exactement de la prestation artistique. Tout le monde était concentré sur ce qui était en train de se passer. Mais voyez l'imam, en fait, il était vraiment gêné, les gars.
Il était gêné. Il prend ses il n'était pas aussi fatigué. Je ne dirais pas que l'imam est gêné. Non, Je pense que ça c'est extrapolé. Non, Il pas faut pas aller. Moi je l'ai vu aussi sourire à la fin. J'ai regardé la vidéo. Je l'ai vu sourire à la fin de la prestation de Takana. Je vais vous donner une autre Après ils action. disent, j'ai vu ça en disant que c'était l'heure de la prière. Après la prestation du groupe Amoukanama qui a fait la gymnastique, tout le monde s'est levé pour les saluer, vous l'avez remarqué. L'imam, il est resté assis, il ne s'est pas levé. Donc vous voulez dire que l'imam n'aime pas la culture? Non, l'imam, ce n'est pas une histoire de culture, ce n'est pas dans ses valeurs. On lui a infligé ça. Mon frère, c'est un imam, il n'écoute pas la musique. Il faut qu'on arrête ça. Alors qu'il reste à la mosquée prêcher, envoyez le rapport. Je suis désolé. Dans une cérémonie officielle de la République, un imam est obligé de se conformer. On l'a sorti de sa En pareille circonstance, en pareille situation, le programme vous est présenté à l'avance. Tu n'es pas d'accord avec le programme, mais reste dans ton petit coin. Non, pas dans son petit coin. On l'a sorti de sa mosquée. On l'a sorti de sa mosquée. Monseigneur Vincent aurait fait la même chose. Et lui et Monseigneur n'étaient pas obligés d'y être. Non, ils étaient obligés. Ils ne sont pas d'accord avec le programme qui reste dans leur chapelle. Ils sont obligés d'y être alors qu'ils se conforment au programme. Je suis désolé qu'une cérémonie. Non, maman, il est soumis à Dieu, il n'est pas obligé. Non, attention. C'est un homme de Dieu. S'il voulait ne pas venir, il pourrait ne pas venir. Il faut rappeler qu'une cérémonie officielle de la République, pour une réconciliation nationale, peu importe le programme, la culture ou bien quoi, ou bien les musiques, je pense bien si l'imam ne veut pas l'écouter, il reste à la maison. Mais une cérémonie officielle, on se conforme au programme de la République. C'est comme quand un imam refuse de serrer la main d'une dame. Il a tout à fait raison ou pas. Ce n'est pas dans sa valeur. Ça, c'est dans ses textes. Mais la République, nous avons notre constitution, nous ne sommes pas un pays islamique. Mais ça dépend des imams qui le font aussi. Vraiment des polémistes. Sur la question aussi, sur cette photo, j'ai vu un débat intéressant aussi justement sur la toile, parce qu'il était l'heure de la prière et les gens se sont posé la question, est-ce que l'imam ne devrait pas l'un ça les religieux, ceux qui ont vraiment la science islamique nous le diront. D'une part, c'est vrai que l'heure de la prière, c'est l'heure de la prière. Vous pouvez à tout moment laisser. D'autre part, il y a des obligations professionnelles. D'autre part, quand vous avez vos obligations professionnelles, quand vous avez des obligations professionnelles aussi qui vous empêchent, je pense que c'est aussi ça peut être. On te dira aussi, les religieux te diront aussi que dans des discours ou bien dans les réconciliations d'une famille ou bien d'une nation, lors de la prière, réconcilier. Après, vous pouvez venir prier. Demandez les religieux. Justement. 6 heures passées de 16 minutes, j'aurais préféré que tu me dises dans tel hadith ou dans tel non, mais je le dis, les religieux le disent. C'est pourquoi moi j'ai laissé dans la religion. 6 heures passées de 16 minutes, on va passer à autre chose. On va arrêter la polémique à ce niveau. C'est pas une polémique, je veux juste... Vas-y. La précision qu'il convient d'apporter, c'est qu'en islam, quand tu ne connais pas, il faut complètement te taire. Il faut complètement te taire. En islam, en fait, on ne pense pas, on réfléchit, on analyse. Non, il y a des choses qui sont écrites. Soit tu prends, soit tu laisses. Lorsque j'entends si c'est ça, il n'y aurait pas autant d'écoles en islam. Ce que tu dis, c'est pas aussi simple. Toutes ces écoles-là sont basées sur des écrits, mais je vais t'informer ça. Toutes les écoles en islam sont basées sur. Mais il y a des divergences. Mais ce que j'ai entendu Odilon dire m'a choqué parce que quand il dit que en parlant de l'imam, lorsque tu ne veux pas écouter là où il y a la musique dans une cérémonie officielle, tu restes dans ton coin, il parle quand même du premier imam de la République de Guinée. Ça, c'est l'incarnation des musulmans. Tu voudrais que je dise quoi? Et lui et mon Seigneur, vous ne voulez pas. La différence, non, la différence c'est que restez dans votre mosquée, dans votre église. Il y en a l'imam est musulman et dans sa religion la musique est interdite, c'est haram. Dans la façon dont c'est fait. Arrêtez la musique à cause de lui. Maintenant ce que je dis, ça ne fait pas l'unanimité. La musique haram, ça ne fait pas l'unanimité. C'est incongru ta position. Ça c'est un débat théologique. Ça c'est un débat théologique. On n'est pas là pour parler de l'islam, de la chrétienté. On parle de la République. Non. La légalité de la musique est un débat théologique. Nous restons toujours sur ce sujet pour continuer à parler. L'un dans l'autre, quand même, on peut sentir que l'imam il était très gêné. Et la cérémonie n'était pas faite pour gêner la cérémonie n'était pas faite pour gêner qui que cela soit. Je pense qu'on pouvait revoir les choses à la fin pour essayer de faire les choses peut-être autrement. Alors on continue sur ce sujet, Baïla, mais on va d'abord écouter ce premier discours justement du contenu du rapport. Ils ont présenté 45 recommandations au CNRD, parmi lesquelles il y a les plus urgentes, et eux-mêmes ils l'ont dit, ce sont des recommandations les plus urgentes, mais il y a également ce que moi j'ai appelé les plus importantes parmi les recommandations. On va d'abord écouter les plus urgentes et on revient derrière.
Recommandations urgentes. Avoir assuré une prise en charge médicale immédiate des malades victimes de violences et de violations des droits humains et leur apporter une aide psychologique et matérielle. Régulariser la situation des personnes mises à la retraite par erreur par la fonction publique et par l'armée. Accorder un moratoire au déguerpissement pendant la période hivernale. Rembourser l'avance payée par les femmes et les jeunes dans les programmes MUFA et MC2 pour les cas justifiés. Régulariser la situation des salariés pénalisés par le gel des comptes de leurs institutions et des collectivités locales après le 5 septembre 2021. Mettre en place une commission ad hoc de suivi et d'exécution des recommandations issues des assises nationales. Vulgariser le rapport issu des assises nationales. Voilà. 6 heures passées de 20 minutes, c'était les premières recommandations Baïla. On va commencer avec vous. On a entendu, c'était les recommandations les plus urgentes. C'est vrai quand même qu'on a entendu des plaintes. Ils ont écouté plus de 80 000, ont-ils dit, Guinéens là-dessus. Ils ont eu plus de 4 000 plaintes à ce niveau. Et c'est à l'issue de cela qu'ils ont fait des recommandations. D'abord, est-ce que ça vous paraît plus urgent? Sans oublier les associations des victimes aussi. Oui, ils en ont parlé dans les recommandations. J'ai vu dans les recommandations qu'il y avait certaines de leurs revendications historiques. Et donc oui, ça, ce sont les mesures effectivement urgentes, je veux dire, qui nécessitent au fait qu'elles soient, au vu de leur nature, qu'elles soient prises tout de suite. Quand on parle par exemple de prise en charge des malades ou des victimes de violences, c'est des gens qui sont aujourd'hui certainement dans des hôpitaux, qui ont des besoins. Voilà, qui ont des besoins tout de suite. Oui. Maintenant, j'ai vu aussi qu'il a vraiment insisté sur les deux dernières, c'est-à-dire à la fin de son discours, il est revenu, il a dit parmi ces recommandations urgentes, les plus importantes, en son avis, sont les deux dernières, c'est-à-dire la vulgarisation du contenu des assises, du rapport des assises, oui. Exactement, et la mise en place d'un comité ad hoc de suivi des recommandations. Et je trouve que c'est intéressant quand même parce que tout ceci ne sera que pipeau si les recommandations ne sont pas suivies. Oui. Le résultat, on sait quand même qu'en Guinée, on est champion dans les discours et dans les propositions sur papier, en fait. Les forums, on fait de très beaux forums, de très belles, où il y a de très belles prestations. Si on s'en tenait qu'à des forums, avec de très beaux discours, mais la question c'est les résultats. Qu'est-ce que ces forums apportent? Et je pense que la mise en place d'une commission de suivi, si c'est fait, effectivement, comme l'a demandé le co-président. Le président, dans sa réponse, certainement, on verra ça plus tard, il avait dit, dans son discours, il a dit ces propositions feront objet d'analyse et surtout de mise en œuvre. Est-ce que le dernier point sur cette recommandation, j'ai trouvé intéressante quand même, la recommandation qui prouve aussi qu'ils ont pris en compte aussi les derniers. Non, parce que depuis le 5 septembre, sur les gels de comptes, effectivement, il y a des frustrations, il y a énormément de frustrations. Les entreprises sont en train de personnes. Voilà, il y a des gens qui sont au chômage. Ce sont les vraies recommandations en fait à ce niveau-là. Mais ils sont allés un peu plus loin. Ils sont allés sur ce que j'ai appelé les recommandations importantes. Ce sont ces recommandations-là portant sur la réforme institutionnelle, puisque le gouvernement, plutôt le CNRD, a parlé de refondation et de rectification institutionnelle. Je pense que les assises aussi sont allées dans ce sens-là. On va voir ça dans ce deuxième extrait du discours de la commission. Renforcer l'appareil judiciaire, tant dans ses moyens, ses procédures, que dans son indépendance
pour rendre des décisions justes et ainsi mettre fin à l'impunité et à l'injustice chronique. Adopter une loi qui condamne les propos et attitudes à caractère ethnocentrique, communautariste et religieux. Créer une institution nationale de prévention, de gestion et de résolution des conflits pouvant porter atteinte à la cohésion nationale. Réduire le nombre de partis politiques. Mettre en place un dispositif de veille et de lutte contre les violences à caractère politique. Voilà, on a écouté cette proposition, je saute là-dessus parler. Ce n'est pas la première fois que Monseigneur il fait cette proposition. On se rappelle aussi que lorsqu'ils avaient été invités, pourquoi je pense d'ailleurs qu'il y a une relation entre les deux, lorsque les religions ont été invitées au niveau du CNT, ça faisait partie des recommandations qu'ils avaient fait, la réduction des partis politiques en fait. Oui, en fait, c'est pas la première fois, on l'a dénoncé. Il parle de quelque chose qu'il ne maîtrise pas forcément parce que c'est une question suffisamment politique. Mais je comprends aussi sa position. Ça dépend, c'est une question éminemment politique, ça dépend des personnes aussi qu'ils ont rencontrées. Il faut rappeler qu'ils ont rencontré beaucoup de personnes. Et dans l'opinion publique, il y a des gens qui veulent qu'on réduise le nombre de partis politiques. Ça, c'est un fait. Parce qu'ils pensent aujourd'hui que c'est un problème. Exactement. Donc, lui, il ne fait ici, là, c'est la conclusion du travail qu'ils ont fait sur le terrain. Et c'est ce qu'il ne fait, c'est ce qu'il lit. Et il ne peut pas ne pas écrire ça parce qu'il y a des gens qui l'ont réclamé. Sauf que dans ce rapport, il y a des choses qui ne peuvent pas être appliquées comme on le pense, notamment la réduction du nombre de partis politiques. Je pense que ça ne se décrète pas en fait. On est en train de donner au président un rapport pour qu'il l'applique à ce que c'est pourquoi il a dit que ça fera objet d'analyse en fait. Oui, on est obligé de faire parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas marcher comme on le voudrait. Mais on sait déjà que la réduction des partis politiques, et ce n'est pas sûr que la réduction des partis politiques, aller au bipartisme, soit plus une solution qu'un problème. Je pense que d'ailleurs, aller au bipartisme dans l'état actuel des choses pourrait amener un jour à confronter des ethnies sans qu'il y ait une position intermédiaire. Non, on parle d'une question politique, tu veux que je tienne un discours religieux? On parle d'une question politique, tu veux que je tienne? Je suis en train de dire... Je ne veux que tu fasses absolument rien qui n'est pas dans ton jargon. J'ai le droit de te... Oui, mais j'ai le droit de te dire qu'effectivement, ça, ce sont des discours politiques et des politiques qui ont une autre intention que forcément tu n'en as pas. Je parle dans un jargon clair. Ce que je suis en train de dire, je dis qu'avoir deux partis politiques n'est pas forcément la solution. Parce qu'on pourrait être amené un jour à, si on ne règle pas la solution, à confronter deux grandes ethnies. Et ça peut... Non, c'est pas une question de politique. Ça, c'est un débat de café-bar. On va aller avec Baïda. Moi, je pense que justement, le Monseigneur, lui, il maîtrise bien la question. Parce que contrairement à Yacine, il a été précis. Il n'a pas parlé de bipartisme. Et ça, c'est très important. Il n'a pas parlé de bipartisme, il parle de réduction des partis politiques. Cela ne veut pas dire réduction à deux ou réduction à droite comme l'avait effleuré dans Kourouma, que je pense que... Mais on sait déjà, ça c'est dans le programme du CNRD, parce que depuis... Ça se dit en fait. Le CNRD a envie de réduire les partis politiques en fait. Et on a vu des actions dans ce sens en fait. Le problème, c'est que on a l'impression que c'est une recommandation du CNRD qui a été rapportée justement par la commission des assises en fait. Non, bon, je suis pas d'accord. Parce que comme là, pour le coup, je suis d'accord avec Yacine. Si dans leur démarche, ils ont eu beaucoup de retours, de recommandations ou beaucoup de remontées d'informations concernant le problème le fait qu'il y a beaucoup de partis politiques, c'est normal qu'il en fasse une recommandation. Donc, et d'ailleurs, je vais aussi préciser qu'il ne faut pas oublier que c'est pas un travail aussi juste
ils sont coprésidents. Mais dans le comité, moi je parle du comité. Dans le comité des assises, il y a 2 politiques aussi. Je parle du comité. Justement, maintenant dans le comité, il y a des politiques, dont Baouri, qui connaît très bien comment on appelle le landerneau politique quand même, qui est là depuis 20 ans, 30 ans, qui connaît quand même comment fonctionne non seulement J'aimerais bien entendre d'ailleurs l'avis de Baouri, parce que je suis sûr que Baouri ne fera pas une recommandation de ce genre, comme on l'a eu en interview. Vous savez, c'est une recommandation, il faut pas la diaboliser. Je ne la diabolise pas. Vous savez, quand on dit de ne pas décréter, quand Yacine dit par exemple qu'on ne peut pas décréter la réduction des partis politiques, je ne suis qu'en partie d'accord avec lui. On peut la décréter. On ne va pas faire une loi dire à partir d'aujourd'hui, il n'y a que 2 partis ou il n'y a que 5 partis. Non, c'est pas comme ça. Ne serait-ce qu'appliquer la charte de la transition aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure, réduirait de moitié déjà les partis politiques. Ne serait-ce qu'appliquer strictement la charte aujourd'hui. À quel niveau? Est-ce que tous les partis politiques qui sont là respectent justement la charte? Comme tout à l'heure, je vous ai parlé. Le travail a déjà commencé. On parle de principe. La liberté pour les uns et les autres d'avoir un parti politique tant qu'ils sont conformes à la loi. La loi ne peut pas dire qu'il ne peut y avoir que 2 partis politiques. Justement, la loi encadre. C'est pas possible. La loi encadre. Dans certains pays, ne serait-ce que la question de financement. Il peut par exemple avoir une disposition qui dit un parti qui ne se présente pas aux élections pendant 5 ans, pendant 10 ans, perd son agrément. Un parti il peut avoir aussi des dispositions financières qui poussent au fait, qui découragent les gens. Parce que quand à un moment donné, tu vois que juste avoir un parti pour te présenter dans les salles, ça coûte cher parce que, comme on appelle, les fonds ne sont pas remboursés, etc. Des partis vont disparaître d'eux-mêmes. Donc il y a des mécanismes qu'on peut utiliser. Voilà, il y a des mécanismes qui peuvent être utilisés. Est-ce qu'aujourd'hui, il est nécessaire de réduire les partis politiques en fait? Est-ce que le débat doit se poser, la réduction des partis politiques? Effectivement, ça doit se poser. Vous avez vu, on sait ce qui se passe ici au moment des élections. Et on ne cesse pas de le dire, quels sont les partis politiques crédibles et quels sont les partis politiques qui ne sont pas crédibles. Plus de 200 partis politiques aujourd'hui agréés et 200 autres qui sont en attente de leur agrément. Donc il faut voir comment ces partis-là pourront peut-être animer l'arène politique sur l'échiquier politique de notre pays. Donc moi je pense bien aller sur la réduction des partis avec les règles de l'art. Baïla le disait, ne serait-ce que respecter même la charte des partis politiques. Il y a des partis politiques qui se verront sortir. D'accord, on va aller avec Odilon. Ce n'est pas la première fois qu'on pose ce débat. Ça commence à se poser depuis longtemps. On a l'impression que c'est l'un des projets phares sur lequel compte le CNRD en fait. Si je peux me permettre, c'est peut-être ce qui va être le plus facile à appliquer, le plus rapidement, ce qui sera le plus rapidement applicable parmi les recommandations. Ouais, on en fait de la question, on transforme cette question en une question diabolique pendant qu'on ne devrait pas y arriver à ce niveau. Refaisons un peu l'histoire de la Guinée. Sous la Première République, on parlait de parti unique. Après le coup d'État de 84, avec la constitution de décembre 90, eh bien, on a institué ce qu'on appelle le multipartisme en Guinée. C'est ce qui court jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais aussi faire remarquer que ce travail n'est pas le premier du genre. En 2016, sauf erreur de ma part, le 17 juin 2016, il y a un rapport qui a été également présenté par la Commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale, encore co-présidée par ces leaders religieux. C'est pratiquement devenu la même chose. Hein. C'est leaders religieux. Et dans leur rapport, à part de la page 99, ils traitent du regard que les citoyens ont des partis politiques aujourd'hui. Maintenant, en se prononçant sur la réduction des partis politiques, j'ai bien aimé la précision qu'a faite Baïla. On ne peut pas de bipartisme ici, ni de tripartisme. On parle de réduction des partis politiques. C'est une évidence. Le multipartisme dont on rêvait en Guinée, les résultats qu'on a obtenus aujourd'hui ne sont pas les résultats escomptés. Les partis politiques sont source de conflits dans notre pays. Si le multipartisme aujourd'hui, pour les coprésidents de cette commission sont source de problèmes au regard des enquêtes, des études qu'ils ont faites sur le terrain, il est important qu'on revoie un peu cet aspect-là. Donc, réduire les partis politiques, moi, je ne vois pas cela inclus. Oui, Yacine.
Je pense que ce qu'on ne dit pas assez, c'est que la Guinée se dirigeait droit vers le bipartisme. Depuis que le professeur Alpha Condé est arrivé, on voyait que les partis étaient en train de disparaître petit à petit. Dans les faits. Non, à partir de 2010, parce qu'avant, on a fait un bon moment sans avant, il y avait PUP aussi, et en face RPG. Pratiquement, et l'UPR. Il faisait un peu... Voilà, c'était... Voilà, il y a l'UPG de Jean Mardoré, il ne faut pas le... Non, c'était pas grand-chose. Voilà. Oui, mais ça avait toujours plus de 5%. Mais l'UPG, ça n'avait rien. Ça avait toujours plus de 5%. Ce que je disais, c'est qu'on voyait que le parti force, à part les deux là, c'était l'UFR. Et l'UFR, de plus en plus, perdait du terrain. On avait même l'impression que tout était fait par le pouvoir en place pour décimer l'UFR et récupérer son électorat. Donc je dis, c'est comme ça que le bipartisme s'installe. Ce n'est pas en décrétant. Et moi, comme je l'ai dit, comme Baila l'a dit, je trouve qu'il faut mettre des principes pour réduire le nombre de partis. Mais on ne peut pas aller à dire, voilà, voici le nombre de partis qu'il peut y avoir. Il y a un aspect qu'il faut signaler. Oui, allez-y. D'abord, si on instaurait premièrement le système de parrainage, ça réduirait drastiquement le nombre de partis. Comme ça existe ailleurs. Oui, exactement. La deuxième chose, si on disait que tout parti politique qui n'a pas, aujourd'hui on a 5%, mais si on montait à 10 et qu'il ne pourrait pas en fait être remboursé, on verrait qu'il n'y aurait pas plus de 3 ou 4 partis qui seraient capables de se présenter. Pourquoi je pense que ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs partis politiques qui fait que la Guinée a des problèmes. Non, mais ça peut pas être ça. Parce qu'on ne respecte pas la règle. Moi, je pense que ça n'a rien à voir avec un Au contraire, ça n'a rien à voir avec ça. Je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas. Je ne vois pas en quoi si la Guinée est sans parti politique, donc 3 se démarquent à chaque présidentielle constitue un problème politique. Le discours politique, je ne vois pas en fait. Tout le monde sait aujourd'hui qu'en dehors du RPG, en dehors de l'UFDG et un peu l'UFR qui arrive en 3e position, tous les autres partis politiques, c'est de l'aléatoire. C'est des nains. Ça varie en fonction de problème. On peut les reprocher. Les personnes sont importantes, mais les partis politiques n'ont aucune signification. Non, je suis d'accord avec vous, Mohamed Ali, que fondamentalement, avoir 200 partis politiques et avoir 100, la différence entre avoir 200 par exemple et avoir 100, ça n'a pas une importance fondamentale sur la vie de la nation. Je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas un seul pays qui n'a que 2 partis. La vraie solution, la meilleure solution, c'est d'enchaîner les élections. Je vous assure que le landerneau politique se décantera tout seul. Si on enchaîne des élections la réduction des partis politiques, c'est une mesure, c'est une annonce populiste. C'est une annonce juste pour faire plaisir aux oreilles, en fait, parce que c'est ce que la population a envie d'entendre en ce moment. C'est pourquoi on en fait un discours. La réduction des partis politiques, pour moi, ce n'est aucunement une solution. Il faut y mettre de l'ordre. Je suis tout à fait d'accord. Contrôler les partis qui respectent la règle, laissez-les fonctionner si elles respectent la règle. Endurcissez vos règles si vous voulez, mais laissez les partis politiques, laissez la liberté aux uns et aux autres de créer les partis. Il y a combien de partis politiques qui existent ici qui, en réalité, dans la vie de la nation, ne comptent pas parce qu'ils n'ont jamais participé c'est ce qu'on va savoir à aucune élection. Mais le problème, c'est quand on appelle au dialogue. Oui, mais chacun vient avec son agrément. Il y a un autre aspect qu'il faut comprendre par rapport aux assises. Avant de partir sur le discours du président, il y a un autre aspect qu'il faut signaler. C'est que vous vous souviendrez que lors des assises, lorsqu'on avait appelé aux assises, il y avait ces partis politiques qui n'avaient pas accepté d'y participer. Je parle du RPG, de l'UFDG, je parle de l'UFR, et ils ne voulaient pas, ils n'étaient pas partie prenante, ils ne voulaient pas y participer du tout. Donc on peut toujours dire que l'avis de ceux qui se considéraient comme partie prenante pour ces partis politiques-là, leur avis n'ont pas compté pour les assises. Mais on a certainement pris l'avis de leurs militants, ceux qui sont des citoyens. Justement, je parle des militants. Peut-être que les militants n'ont pas participé. Ça c'est peut-être, on ne sait pas, parce que je ne suis pas sûr que les militants aussi sont des robots. Ils ont boycotté. Je ne suis pas sûr que les militants aussi, ceux qu'on appelle militants, sont des robots et qui suivent à la lettre près les mots d'ordre. Il faut préciser que pour la plupart, pour les grands partis, les militants suivent véritablement leur leader lorsque le parti n'est pas... Il faut dire les militants et sympathisants. Surtout l'UFDG. Exactement. Lorsque les leaders n'adhèrent pas à une cause, les militants n'y adhèrent pas. Et moi, je dis encore une fois, les assises, c'est une bonne chose. On a vu même des responsables de mairie participer à des... Ce qui s'est passé là, j'estime qu'on aurait pu faire autrement. D'accord. On va avancer avec ce discours-là, Odilon, je vais revenir à vous. Le discours du colonel Mamadi Doumbouya, on va entendre différents angles de ces discours et ensemble on va décrypter. Mais en attendant, on reste dans la Guinée du colonel Mamadi Doumbouya juste après le jingle.
Nous ne pouvons pas continuer à freiner le développement de notre pays en se cachant derrière les considérations irrationnelles que sont l'ethnie, la religion ou la région et très souvent la politique. Au lieu d'instrumentaliser la jeunesse guinéenne, concentrons-nous plutôt à son avenir. Parce que, pour moi, le seul combat qui mérite actuellement d'être mené, c'est l'avenir de notre pays. Ah bon? Alors, on continue avec ce discours du président. On l'a écouté, sa préoccupation, il l'a évoqué, Odilon. Oui, il a évoqué, avant de parler du discours du président, moi je voudrais signaler quelque chose rapidement dans les points évoqués par les co-présidents. C'est qu'il a manqué l'expression sur la prochaine configuration de l'organe de gestion électorale, puisqu'ils en avaient évoqué la dernière fois, mais dans leur rapport, on n'en voit pas. N'est-ce pas? D'accord. Oui, alors, le président, moi j'ai trouvé le discours du président globalement caustique. Oui, un discours qui ne corrobore pas avec les circonstances du moment. Voilà. Quand on parle de réconciliation, bien qu'on soit homme en tenue, mais à des moments donnés, il faut un peu lâcher du lest. Alors, il présente des préoccupations. J'ai relevé, quand j'ai écouté globalement le discours, j'ai relevé plusieurs points. Quand il dit par exemple qu'aucun développement, je dis bien aucun développement n'est possible sans justice et sans la lutte contre la corruption. Il y a depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir, beaucoup de Guinéens s'interrogent sur la présentation de leurs biens. Voilà, ce qui était d'ailleurs normal, qui est un élément de lutte contre la corruption. Moi, personnellement, peut-être d'autres Guinéens ont des informations. Moi, je n'ai aucune information sur les biens des membres du CNRD, des membres du gouvernement. Ça, c'est le premier aspect à relever. Il dit que les changements sont des fois précédés des réformes. Dans le cadre de notre pays, ça touche les intérêts individuels et égoïstes, parfois qui bloquent malheureusement l'unité et le rassemblement de la Guinée. C'est vrai, on a besoin aujourd'hui des résultats, on a besoin d'un changement, on a besoin d'un État refondé. Cela part avec le respect de certains principes institutionnels qui passent pas forcément par la justice, mais encore une fois, la vérité a sa place. Nous sommes à une période de notre pays où on a besoin de justice, de vérité et de réconciliation. D'accord. Donc, globalement, ce n'était pas le discours de circonstances. C'était pas le discours de circonstances. C'est pas comme ça. C'est pourquoi d'ailleurs on a dit qu'il tire à balles réelles. Hein. Voilà. Le colonel, il allait tout droit. Pour terminer, ce qui m'amène à m'interroger sur un certain nombre d'aspects. Naturellement, je présume qu'il a reçu le rapport avant ce jour.